Et voilà. Bien, et bien écoutez, merci, beaucoup pour votre, présence à toutes, et tous. Nous allons, donc, pouvoir commencer finalement ce premier meet-up, de la rentrée de la saison 2021-2022, déjà 6 ans. Donc pour ma part, Thomas Desgeorges, je suis, donc organisateur au Club Power BI depuis 3 ans et expert, Microsoft BI en général chez Kyrus. Je vais laisser mes 2 camarades se présenter, quand ils commenceront leur sujet, puisque je vais leur passer la main très rapidement. On va, faire peu de blabla aujourd'hui. On va aller assez vite dans le vif du sujet. Tu peux, on vous a laissé le slide, c'est bon, tu peux passer, hein, mais on vous a laissé le slide des bonnes pratiques de réunion Teams. N'oubliez pas, hein, vous avez, enfin, il n'y a pas de restrictions sur pas mal de choses, donc ne partagez pas votre écran, attention à votre micro. On n'hésiterait pas à le couper, hein, pour éviter des perturbations. Et évitez également votre caméra puisque ça consomme un petit peu plus de bande passante, tout simplement. Bon, voilà, je dis ça, il y a Jean-Pierre qui arrive avec sa caméra. Tu peux passer au slide suivant, Mathieu. On va pas revenir trop dans le détail sur le club Power BI. Je pense qu'il y a il y a régulièrement des nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois et également des vieux briscards qui viennent à quasiment tous les rendez-vous. Un site unique, c'est le seul élément dont je parlerai. Clubpowerbi.com où vous avez accès à tout notre historique de meet-up, le lien YouTube, etc., etc. La seule petite chose que je rajouterais, c'est que cette année, on a travaillé sur de nouveaux formats. Vous en avez vu un en début de mois sur les nouveautés. On va continuer à faire ça pour essayer de faire un petit peu d'autres choses. Et concernant le présentiel, le online, bon, pour l'instant, on reste sur des modes online comme vous pouvez le voir, en espérant pouvoir revenir le plus tôt possible en présentiel. Mais voilà, pour l'instant, on continue sur ces formats-là. Sauf que voilà, on essaye un petit peu de faire varier les contenus et de rendre ça le plus intéressant possible. Tu peux passer au slide suivant également et autre petite information dont on vous avait déjà fait part, il y a quelques semaines, arrive dans très peu de temps puisque c'est la semaine prochaine, le Power 365 organisé par Guillaume, qui est un organisateur, également du club, Power BI, qui organise à la fois en physique et en digital, avec des places limitées en physique. Il nous sert un petit peu de bêta-testeur. Un événement donc orienté autour de la Power Platform, comme vous pouvez le voir. Le lien a été mis dans le canal par Marie, sinon sur Google, vous pourrez assez facilement le retrouver. Et maintenant, le vif du sujet, je laisse la main donc à Marie et Mathieu pour ce retour d'expérience autour d'un sujet assez intéressant autour du luxe. Ça risque d'être passionnant. Et on a dévoilé le nom de l'entreprise. Mathieu, je te laisse te présenter, puis comme ça j'enchaînerai. Très bien. Eh bien, Mathieu Rancinan, donc je travaille chez, pour Avanade et je travaille depuis quelques temps donc maintenant avec Power BI. Je connais un peu le club Power BI et j'ai eu l'occasion et l'honneur de travailler avec Marie sur un projet pour Dior. Donc, et puis j'ai peut-être eu l'occasion de former quelques-uns des membres qui sont passés. J'ai vu pas mal de clients aussi sur ce bel outil. Donc moi, Marie Auberge, un peu tout comme Thomas, je suis organisatrice pour le club Power BI à Lyon depuis un petit peu moins longtemps, depuis 2 ans. Je suis aussi consultante décisionnelle plutôt sur les technologies Microsoft avec une grande passion pour Power BI depuis plusieurs années maintenant. Voilà, sinon je viens juste de rejoindre les équipes de Next Décision à Lyon et donc on avait mené ce projet pour Dior il y a presque un an, un peu moins d'un an, c'était en début d'année en fait avec Mathieu, à l'époque avec Azeo et on avait très envie de vous parler de ce retour d'expérience qui était super sympa à plein d'égards. Donc je te laisse peut-être afficher l'agenda Mathieu. Mm. Donc en fait, le projet, c'était le projet Dream Portrait. Donc c'était une demande donc sur l'agenda. Donc je vais vous reparler quand même de la demande fonctionnelle plus en détail. Et puis ensuite, on viendra sur des petits trucs et astuces dans Power BI. Donc on a inversé en dernière minute. On commencera par le back. Ça paraissait plus logique de commencer par ce qu'on a à dire dans Power Query. Et puis ensuite, on passera sur les éléments front. Et puis on fera un petit tour du côté de l'industrialisation. Donc voilà.
Donc, pour vous parler du projet d'un point de vue fonctionnel, donc en fait, l'historique du projet, c'est qu'on a été contacté par, non pas par Dior directement, mais par un prestataire qui travaillait avec les RH de Dior sur l'établissement d'un questionnaire de personnalité, en fait, qui avait pour but de cibler la personnalité, les traits de caractère d'un futur candidat pour la maison Dior ou bien d'un collaborateur déjà, parce qu'en fait, Dior fait partie du groupe LVMH. Donc, ça s'adressait autant à des candidats qui voudraient rejoindre Dior qu'à des collaborateurs LVMH qui seraient en mobilité au sein du groupe pour rejoindre la maison Dior. Donc, en fait, ce prestataire qui faisait le test de personnalité avait mis ça en place avec Dior. Ils avaient extrait toutes les réponses du questionnaire dans un fichier Excel qui était un petit peu sympathique. Mathieu pourra en reparler. Et ils avaient fait des premiers tests sur Power BI pour restituer tout ça de manière visuelle. Et c'est là qu'ils ont eu besoin de nous, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé dans le projet et que du coup, on a aidé à construire le rapport. Voilà. Donc, si je te laisse dérouler la slide, le projet, c'est donc d'abord ce questionnaire de personnalité approfondie. On s'est prêté au jeu avec Mathieu quand même. On a fait un peu les testeurs au moment de l'industrialisation. C'était quand même un questionnaire qui prenait, je me souviens plus, mais bien une bonne heure à remplir. Donc, c'était quand même quelque chose de sympa. Deuxièmement, ces réponses étaient donc extraites via Excel par le prestataire, retravaillées déjà avec des calculs de score, des définitions de profil et en fait l'établissement de tout un ensemble de traits qui matchaient en fait avec la culture Dior et qui permettaient donc de cibler les personnes. Et donc en fin de chaîne Power BI pour exposer de manière visuelle claire les candidats dans l'environnement de Dior. Donc voilà un petit peu pour l'historique du projet. Donc je vais peut-être te laisser la main sur une présentation du côté back, puisque c'est toi qui as beaucoup travaillé avec Power Query. Et j'ai oublié juste un truc avant de laisser parler Mathieu, c'est que comme en fait on excuse le client avec qui on a travaillé, il devait participer au départ avec nous sur ce meet-up, il a eu un empêchement. Par contre, le prestataire qui est à l'origine du questionnaire de personnalité ne fait pas partie de ce Rex avec nous, donc on a été obligé quand même d'anonymiser une grande partie des données. Et du coup, Mathieu, pour tout le scope Power Query se basera sur un Power BI de test, de démo en fait. C'est ça. Donc, on ne va pas commencer par quelque chose de joli et de propre. Voilà. C'est par un bon vieux fichier Power BI de test pour vous présenter un petit peu les données. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le format est un peu particulier. Donc, déjà, on était sur un fichier Excel. Donc, qui dit fichier Excel dit qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec les cellules et les colonnes, etc. Et donc, moi, on m'a fourni un fichier comme ça. Donc, voilà, on avait une macro-catégorie en première ligne. Puis, en deuxième ligne, on avait les catégories A, B, C, D. Alors, évidemment, ce n'est pas les catégories, hein, j'ai anonymisé tout ça. Et du coup, l'objectif, en fait, final, hein, c'est au lieu de partir de là, on devait obtenir quelque chose comme ça. Donc, en fait, on devait avoir quelque part une espèce de... Si on prend par exemple une colonne, on va avoir la macro-catégorie 1, catégorie A. Donc, en fait, on doit faire une union entre les deux. Et ça, en Power Query, finalement, c'est pas si simple que ça. Et ça demandait de faire pas mal de choses. Alors, on va aller voir du côté du moteur et voir un petit peu comment on a bidouillé le truc. Ça m'a fait quelques nuits d'insomnie de travail. C'était assez marrant. Les cheveux blancs. Non, pas encore. Donc, l'objectif. Donc, déjà, on repart de la source. Donc là, j'ai refait une table très basique de source. Voilà ce qu'on a. Et l'attendu, donc c'est ce que je cherche à avoir. Ça, je vous encourage d'une manière générale, si vous travaillez sur Power Query, à avoir ce genre de démarche parce que ça permet en fait de toujours avoir un cap à suivre. Donc le premier truc qu'on va faire, ce que j'ai fait, c'était de reprendre ma source en faisant une référence, tout simplement. Pour ceux que ça intéresse, une référence, clic droit, référence, voilà. Et à partir de là, je vais en fait séparer
ma source, je vais faire 2 traitements. Je vais faire une requête qui va gérer que les en-têtes et une requête qui va gérer tout ce qui est côté data. Alors, je m'explique. D'abord, on part de la source. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer pour récupérer que les 2 premières lignes. Donc, plusieurs manières de filtrer pour récupérer les 2 premières lignes. J'ai fait simple, hein, j'ai filtré ici. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va transposer toute la table. Alors, transposer n'est pas dépivoter. C'est ça aussi le secret du truc, il est là, c'est qu'on va tout transposer. C'est qu'on va avoir finalement la première ligne, elle est là, la deuxième ligne, elle est là. Ensuite, on va remplacer toutes les valeurs qui sont entre, qui sont nulles là. On va les remplacer par nulles. Pourquoi on les remplace par nulles? Parce que derrière, on va utiliser une fonctionnalité très pratique de Power BI, qui est la fonctionnalité qui s'appelle fill, remplir vers le bas. Donc cette fonctionnalité-là, je l'utilise ici, ce qui va me permettre de faire quoi? Eh bien, d'avoir du coup en face de chacune des catégories la macro-catégorie qui correspond. Il me reste plus qu'une chose à faire, fusionner mes 2 colonnes. Voilà, j'ai fusionné mes 2 colonnes en une seule. Et enfin, retransposer ma table pour obtenir quelque chose qui va m'afficher du coup exactement ce que je cherche à avoir en termes d'entête de colonne. Alors notez autre chose, ça c'est très important dans cette transformation, c'est que les colonnes en fait s'appellent colonne 1, colonne 2, colonne 3, etc. Ça c'est super important parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire finalement la jonction après entre les datas et les entêtes de colonne. Donc si on regarde les datas du coup, parlons-en des datas. Donc les datas, on reprend pareil, hein, une référence de la source. On commence par faire quelque chose d'un peu particulier, on va rétrograder les entêtes. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'on veut, c'est pas colonne 1, colonne 2, colonne 3, on veut s'assurer que le système, par exemple ici chez moi, il est en anglais. Quand je suis en anglais, ça va m'afficher colonne 1, colonne 2, colonne 3 si j'utilise la fonction rétrograder les entêtes. Si je suis en français, ça va s'afficher colonne 1, colonne 2. Et dans ce cas-là, on va voir, mon union ne marchera pas. Donc, dans mon cas, je vais bien donc, utiliser c'est très rare en plus hein, que j'utilise cette fonctionnalité-là, ça s'appelle use either as first rows. Hein, utiliser la première ligne comme en-tête, c'est ça. Non, utiliser les en-têtes comme première ligne, pardon. Donc c'est vraiment, voilà, on remet en fait un peu, on réinitialise la première ligne. Voilà ce qu'on va faire. Lorsqu'on fait ça, bon, automatiquement, il y a un tick modifié qui arrive. Et surtout, après, on va filtrer. Je l'ai dit ici, on s'occupe que des datas. Donc, on va retirer tout ce qui ne nous intéresse pas à ce niveau-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai filtré pour récupérer. Alors, bon, là, j'ai fait un filtre peut-être un peu barbare en prenant la colonne 1, en prenant égal à 1. Mais par exemple, j'aurais pu très bien prendre, alors ça marche aussi. Hop. Je peux très bien prendre le 3 qui va avec, qui correspond aussi à des données. Plusieurs manières de filtrer. Hein. Les dernières choses que je vais faire, donc d'un côté, vous voyez, j'ai colonne 1, colonne 2, colonne 3, et de l'autre côté, j'ai mes en-têtes avec colonne 1, colonne 2, colonne 3, etc. Donc j'ai juste à faire une union entre les deux. Je vois que j'ai 10 colonnes d'un côté, 10 colonnes de l'autre, donc l'union va très bien fonctionner. Et j'ai juste ça à faire. Donc là, j'ai fait une union entre, c'est ce que j'ai fait juste union en tant que nouvelle source. Hein, pour info, cette fonctionnalité, elle est ici, append queries as new, pour être exact. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez, je retrouve mes en-têtes. Donc, alors, c'est important de bien sélectionner la bonne. En premier, il faut prendre les en-têtes. Il faut prendre la requête en tête, comme étant la première table qu'on va unir. Parce que si on prend les datas, ça ne va pas marcher. Et une fois qu'on a fait ça, on a juste à promouvoir la première ligne comme en-tête. Et c'est bon, on a réussi à avoir ce qu'on cherchait à obtenir. Donc, ça, c'est la partie la plus complexe que j'ai eu à mettre en place dans ce projet-là sur Power Query. Évidemment, hein, l'intérêt de le faire comme ça, c'est que si par exemple demain, mon utilisateur final, il rajoute dans ma source une colonne supplémentaire avec une macro-catégorie, des choses comme ça, bah, c'est automatique. Donc ça veut dire que derrière, dans ma table finale, j'inclus quand même hein, ces données-là. Je n'ai supprimé aucune colonne à aucun moment. Et aucune ligne aussi, sauf quand je faisais des filtres, évidemment. Donc attends, après, il faut s'assurer de prendre les filtres qui vont bien. C'est la seule difficulté. Voilà, la première chose que je voulais vous montrer, hop, dans le côté back. Deuxième chose, c'est un petit tips que j'ai pour habitude de mettre dans mes rapports, c'est ma table de versionning. Alors quand on fait des rapports, souvent, on va développer des rapports, on fait plusieurs versions. On le dit souvent d'ailleurs, il n'y a pas de moyen de faire du versionning dans Power BI automatique comme on peut l'avoir sur d'autres outils comme Excel, Word ou PowerPoint. Dans ce cas-là, on est obligé quelque part de faire des points, des virgules, des numéros de version qu'on va, moi par exemple, je le stocke carrément dans mon nom de .pbx. Mon pbx s'appelle
4.9.pbx, 3.0.pbx. Ça me permet de savoir quand on a fait la publication, donc quand est-ce que j'ai fait cette modification. Donc là, on peut voir par exemple que j'ai fait une modification au 9/12/2020. Dire qui est l'auteur, qui est la personne qui a réalisé la modification. Ça, c'est assez important. Ça permet d'aller voir cette personne-là si jamais on a une passation du rapport. Et enfin, le demandeur. Donc, par exemple, là, on voit que Superman m'a demandé des choses et on peut rajouter les descriptions de ce qu'on a fait. Alors, ça peut être plus ou moins technique ou pas. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir ces 3 informations-là. Comme ça, on peut savoir à qui s'adresser, si c'est un développeur, par exemple, comme moi, consultant, ou si c'est une personne qui va être rattachée à la société qui est encore présente. Au moins, on a 2 noms quelque part pour aller poser des questions. Donc voilà, moi j'ai mis quelques informations. Ça permet quelque part, alors l'avantage de ça, comment je le fais? Ben, je le fais tout simplement en enter data. L'intérêt de ça, c'est que du coup, ça fige mon rapport. C'est-à-dire que là, on est à la version 4.3. La version 4.3 de ce rapport, ça s'appelle donc, alors là, évidemment, c'est un Power BI d'exemple, mais imaginez, ça s'appellerait Dior.4.3. Comme ça, on sait exactement ce que j'ai fait. Demain, je fais une 4.4, j'enregistre en fait sous un nouveau format, sous un nouveau nom, le nouveau nom 4.4, et je rajoute une ligne ici. Comment on fait pour ajouter une ligne quand on a fait en enter data? Tout simplement, on va modifier la source. C'est des fichiers JSON derrière. On fait double-clic sur la source ou la petite molette qui est là. Et ici, on peut rajouter éventuellement les lignes qui nous intéressent. Voilà, c'est mon petit tip. Donc, si un jour vous tombez sur des rapports où il y a ce truc-là, c'est que c'est moi qui l'ai développé. Ou alors quelqu'un qui a compris l'intérêt de faire ce type de versionning. Et on va passer. Tu sais que tu m'avais expliqué à l'époque tout ce que tu avais fait là sur le tableau et j'étais passée à côté de cette option d'enlever, rétrograder les en-têtes. En fait, j'avais jamais vu ça dans PowerPoint, je crois. Il te le fait automatiquement, mais je ne savais pas que tu pouvais rétrograder, quoi. Est-ce qu'il y a eu des trucs dans le chat pendant que je faisais la démo auxquels tu n'aurais pas répondu? Non, mais moi, c'est cool, j'aurais appris un truc ce soir, tu vois. Tant mieux, c'est le but. Et on va passer du côté front. Ouais, alors, déjà, qui dit entreprise du luxe sur Power BI dit très souvent des demandes en termes de design qui sont poussées. Donc moi, après, c'est un sujet qui m'intéresse grandement, donc ça m'a bien plu. Mais du coup, c'était l'occasion de revenir un petit peu sur quelque chose que, en tout cas, je mets en place régulièrement de plus en plus dans les projets et qui nous a bien servi avec Mathieu sur ce projet, qui est l'utilisation d'un PowerPoint en fond de pages dans Power BI. Pourquoi? Déjà parce que on a toujours donc, des problématiques de logo, de charte graphique qui pourraient être réglées directement dans Power BI. On n'est pas forcément obligé de passer par un PowerPoint, mais aussi et souvent parce qu'on a des demandes sur une police d'écriture particulière, sur des délimitations d'espace dans le rapport, des choses comme ça. Donc finalement, je trouvais que le PowerPoint, ça marchait bien. Et puis avec Mathieu, ça nous a permis sur ce projet, moi, d'avancer un petit peu sur les côtés design pendant que lui était en train de galérer avec Power Query. Et à la fin, il n'avait plus qu'à intégrer les images PowerPoint. Donc, notre PowerPoint ressemblait à ça. J'avais le logo de Dior. On ne les a pas mis ici, mais j'avais un certain nombre de photos qui sont emblématiques de la maison au moment où on avait fait le projet. Donc, ça pouvait très bien être des robes, des défilés du moment, des choses comme ça. Donc, à partir de là, j'ai isolé une palette de couleurs et on s'est servi de ça pour construire toute la charte graphique de notre rapport. Donc, si tu passes juste sur la deuxième slide, donc, par exemple, la page d'accueil de notre rapport, d'un point de vue PowerPoint, va ressembler à ça. Donc, c'est le rapport Dream Portrait. On avait l'espace filter et puis on avait cet espace que vous verrez ensuite dans Power BI qui servait à passer un graphique qui va permettre en fait de disposer les répondants au questionnaire selon des traits de caractéristiques. Voilà, toutes les pages du rapport sont consignées entre guillemets dans ce PowerPoint. Et si on passe sur Power BI ensuite. Vous êtes prêts à en prendre plein les yeux? Jean-Pierre est en train de disserter sur le code couleur. Il est intenable. C'est ça.
Et du coup, on est maintenant bien dans Power BI Desktop. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va juste intégrer la slide PowerPoint. Voilà, comme Mathieu est en train de le faire. Donc, en fond de page. Les background. Et regardez ici, il y a marqué slide 3. Ça correspond exactement à la slide de PowerPoint. Alors, ce qui est beau bien dans ce penser à jouer avec la transparence. Hein. c'est ça. C'est ce que, regardez, d'un coup, il n'y a plus rien. Voilà, comment donner un design anonyme à Dior. Bah, d'un coup, pouf, on ne sait plus si c'est Dior ou pas. Et là, Voilà. on sait que c'est Dior. Petit Exactement. avantage, c'est que là, on a exporté, en fait, on a intégré directement dans le point PBX le point JPEG. Ça veut dire que si on supprime le point JPEG, si on ne l'a plus dans notre système, bah, c'est pas grave, enfin, il est toujours dans le Power BI, donc voilà, on n'a pas de souci. C'est intégré au Power BI. Donc du coup, pour vous parler juste un petit peu quand même de comment fonctionnait ce rapport, parce que c'était assez marrant ce fonctionnel. Donc là, on est sur la page d'entrée du rapport. Donc on a des filtres en haut de page très classiques qui servent à cibler la population qu'on veut analyser, donc l'âge, le genre, etc. Et puis on va avoir le nom, donc sur la partie gauche, des employés qui ont répondu au questionnaire, donc que nous avons anonymisé. Donc là, on a des super-héros qui sont chez Dior et Mathieu et moi. Et on a un premier graphique en fait qui va permettre un petit peu de disséminer tous ces candidats ou à la mobilité ou à l'embauche sur un certain nombre de caractéristiques qu'on a aussi anonymisées, mais que vous pouvez imaginer être des grands traits de personnalité qui se rapprocheront donc de la culture de la maison Dior. Donc, Mathieu, je te laisse faire une petite sélection. Petite démo, donc si on voulait par exemple comparer Marie en termes de caractéristiques à par exemple Superman, eh bien on verrait que certaines caractéristiques de Marie sont plus ou moins proches de Superman. Alors on ne le voit pas forcément bien là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste passer sur un modèle un petit peu plus détaillé. On a ce petit bouton là-haut qui permet d'avoir voilà, tout simplement le détail de ce qu'on regarde. Et donc là on peut voir que d'un point de vue caractéristique 3, donc on ne sait pas ce que c'est hein, évidemment, eh bien, elle a Marie a les mêmes capacités que Wonder Woman. Tu en doutais? Qui s'en serait douté? Donc voilà, donc, le graphique se lit bien comme ça. En fait, on a d'un côté la caractéristique et de l'autre côté son opposé. Et du coup, ça permet de situer un petit peu les personnes. Alors après, je reviens vite fait là-dessus pour avoir notre guideline. Wow. Qui nous montre du coup, justement, alors on va voir un peu par rapport à Superman, hein, parce que je crois que tu n'es pas tant que ça, hein, finalement, si on compare. Pas tout à fait en mode Superman, à part la caractéristique 3, 4. Hein. Donc celle-là, je pense que tout le monde l'a. Si je me compare aussi à toi, Jean-Pierre, moi je suis plutôt de ce côté-là. Bref. Donc si on revient sur notre guideline, on va vous montrer aussi d'autres choses qui ont été intéressantes. C'est la manière dont chez Dior, on a utilisé le scatter plot pour jouer un petit peu avec ces différents traits. Il faut savoir que quand je suis arrivée dans la première discussion de comment construire ce rapport, les visuels attendus en termes de graphique étaient déjà très arrêtés et c'était des choses qui étaient très peu compatibles quand même avec Power BI d'un point de vue natif. Donc Mathieu a utilisé plein d'astuces pour voilà, Mathieu a utilisé plein d'astuces en fait pour essayer de coller au plus proche de ce qu'on attendait en termes de visuel. Je te laisse continuer. Je répondais à Jean-Pierre. Alors, donc si on compare, on veut avoir un peu plus de détails. Par exemple, on va aller dans le Learning Agility. Là, on est sur un autre caractère psychologique. Donc, bouton qui va nous permettre d'arriver sur une autre slide. Et ici, en fait, on a à peu près le même design, mais pas tout à fait le même. On a dû, en fait, jouer avec donc, chaque visuel que vous avez ici. Ce sont des scatter plots. Et donc, chaque visuel va nous permettre de comparer, pareil, deux personnes entre elles sur le même aspect. Alors, voilà pour cette vision-là. Alors, il y a autre chose qu'on peut vous montrer qui est assez sympathique dans ce cas-là. Je ne sais plus si on l'aborde maintenant ou pas. Ouais, vas-y. Ouais, non, on le mettra au dernier point. Donc ça, c'est pour la partie scatterplot. Ensuite, on a la partie radar. Donc, évidemment, on a d'autres visuels qui nous ont été demandés.
Donc, bon, juste si je fais un rollback pour revenir à l'entrée, d'ailleurs, vous voyez que j'ai des menus partout, hein, donc techniquement, il n'y a aucun souci, on peut naviguer comme on veut dans ce rapport. Au passage, c'est un rapport qui était assez intéressant d'un point de vue design, parce qu'on a dû aussi le designer pour qu'il soit utilisé avec les doigts sur une tablette type iPad. Donc, typiquement, des boutons assez gros pour ce genre de choses. Donc, si on part maintenant sur les traits, donc on a toujours deux personnes, on va voir une autre manière d'afficher une comparaison entre deux personnes avec des radars. Donc là, par exemple, on va voir que finalement, Superman est plus agile que Marie, mais Marie a plus d'héroïsme que Superman. Alors, si on compare avec Wonder Woman, quand même, on verra que... Alors d'un coup, là, on va s'apercevoir de quelque chose qui est assez intéressant. Je vais vous montrer le fonctionnement qui est derrière. C'est que si on sélectionne plus de deux personnes, il y a un message qui nous dit qu'on ne doit sélectionner que deux personnes pour que ça fonctionne. Si on en sélectionne plus, ça n'affiche rien en fait. Ça n'affichera rien. Donc, dans notre cas, il faut qu'on désélectionne Superman pour pouvoir comparer, voilà, et voir que Marie est largement plus héroïque et agile que Wonder Woman. Ah, t'as vu. Alors, pour faire ces visuels-là, c'est un peu particulier. Alors, déjà, de base, je vais vous montrer comment ils fonctionnent. On a fait des exemples très basiques. Donc, c'est des visuels custom qu'on n'a pas forcément l'habitude de réaliser, voilà, généralement. On va dire qu'on en est parti en premier lieu sur ce visuel-là, qui s'appelle le radar Polar Chart de XViz, qui permet de faire quand même pas mal de choses. Donc, vous voyez ici, on a mis un axe, une dimension en axis. Donc, on a mis par exemple une légende qui serait l'âge et le nombre de lignes qu'on va avoir. Bon, très bien, ça permet de faire un certain nombre de choses. Et en fait, même ça permettait de faire ce qu'on voulait que ça fasse. Seul souci, c'est qu'en le publiant sur le service, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce visuel devenait payant. Le client n'étant pas prêt à payer pour un visuel, eh bien, en fait, on ne pouvait pas utiliser ce visuel-là. Donc, c'est ce genre de petites choses qui font que déjà, ça nous pousse à nous dire, ah, ça c'est très très important, lorsque vous développez des rapports Power BI, il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment le tester dans le service, voire même dans l'application qui est derrière. Bon, ensuite, si on a dû trouver notre solution et on est passé sur un autre radar, donc le radar beaucoup plus basique, qui s'appelle le radar chart. Donc là, c'est le 2.0.2. Cette version-là, en fait, vraiment beaucoup plus basique parce que elle n'a pas cette possibilité de mettre de légende à l'intérieur. Ce qui veut dire que à partir de là, on ne peut plus, vous voyez, avoir deux traits à l'intérieur. Alors, comment on fait pour avoir deux traits? Eh bien, on va jouer en fait sur les différentes mesures. On va faire plusieurs mesures parce que là, pour le coup, on peut mettre plusieurs mesures entassées les unes sur les autres. Et en fait, comment on a fait ça? On a mis une mesure qui va être sur le max d'une valeur. On a typiquement une valeur qui va permettre de placer le point sur ce radar chart. Et c'est ce qu'on a fait en fait sur les traits. Je vais vous montrer. Je vous montre ce qu'il y a derrière. Donc, on a une première value, donc c'est une valeur qui permet de placer un point. On a pris le max et le minimum de cette valeur-là. Donc, ça permet de voir le max ou le minimum, peu importe. On a un des deux qui sera forcément pour Wonder Woman et un autre qui sera forcément pour Marie Aubert. Et le 10, c'est pour toujours être sur le même axe, pour avoir toujours 10 au maximum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a masqué tout ce qu'on pouvait masquer autour. Et regardez, c'est là la magie du coup du PowerPoint. On a joué avec PowerPoint, c'est ça? Ah, bien joué avec PowerPoint. C'est que si j'enlève, en fait, si je mets de la transparence, vous voyez, il n'y a plus rien en fait. Donc voilà, la subtilité de PowerPoint, c'est que là, on a vraiment, avec PowerPoint, on a collé les images sur l'arrière-plan et on a par-dessus surchargé nos images avec des datas en fait. C'est beau, hein, le PowerPoint de la donnée. Sachant que tu dis pas aussi que tu as quand même bien galéré à afficher, parce qu'en fait, on voit notamment sur le radar de droite qu'on a deux rangs de lecture avec le premier grand trait de caractère, par exemple courage, et à l'intérieur des sous-traits de caractère. Et ça, il fallait que Mathieu soit sûr en fait d'afficher les bonnes données au bon endroit et que ça reste toujours dans le même sens de lecture. Donc là aussi, il y a une petite astuce sympa que tu as mis en place. Ouais, en effet. Alors, il y a une petite astuce, c'est une astuce d'Axe qui est derrière. Donc, je vais vous montrer. Non content du coup d'afficher ces valeurs, ces points-là. Ce que je vais faire, c'est que lorsque on va afficher une troisième personne, eh bien, je vais mettre tout à 0. Donc, vous êtes en train, si on réfléchit un peu juste en termes de logique, je vais être en mesure d'identifier le nombre de sélections que j'ai faites ici, donc, tout simplement le nombre de noms distincts. C'est ce que j'ai fait. J'ai calculé le nombre un distinct count non blanc du nombre de noms.
Voilà. Et j'ai dit, bah, si ce distinguant non blanc, il est supérieur à 2, alors je pourrais mettre supérieur à 3 hein, si je voulais, supérieur à 4, peu importe. Mais là, dans mon cas, comme j'ai un max et un minimum, je suis obligé de dire supérieur à 2. S'il est strictement supérieur à 2, bah, tu mets 0. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc si on va regarder un petit peu dans l'antre de la bête, dans le value max ici, donc le fameux page trait filter selected, ce truc-là, c'est pour dire combien j'ai de personnes qui sont sélectionnées. Si c'est égal à 2, donc si j'en ai exactement 2, alors je vais prendre le maximum de ma valeur et je vais le filtrer comme étant le maximum de mon employé, de mon nom d'employé. Ça permet d'associer vraiment une valeur max. Surtout, c'est important, c'est cette partie-là, c'est le max employé name. Sinon, on met 0. C'est cette notion-là qui va me permettre de dire on met 0 si on est différent de 2. Et ça c'est important pour le max. Pourquoi? Parce que quand j'ai une seule personne, ben, je veux quand même l'afficher. C'est pour ça que si on regarde le min, c'est inférieur ou égal à 2. Que je vais avoir la même logique, mais j'ai bien mis inférieur ou égal à 2. Alors juste pour vous montrer, le page traits filter, là, ce truc-là, c'est tout simplement un switch count name selected 1, 1, 2, 2, 3. Alors ça veut dire quoi? Count name selected, ça veut dire je prends le distinguant non blanc que j'ai mis dans une valeur aussi parce que j'utilise ailleurs. Et donc voilà, si c'est égal à 1, bah, on met 1. Si c'est égal à 2, on met 2. Sinon, on met 3. Sinon, on met 3. Ça veut dire que peu importe ce qu'il y a autour, on n'est plus de 2, donc c'est 3. Donc ça permet de jouer assez finement en fait, avec ces objets-là. Voilà. Normalement, c'est le moment où je demande s'il y a des questions, et je crois qu'il n'y a pas trop de questions dans le chat. Ils ont juste dit qu'il fallait que tu indentes ton code, tu vois. Oui, un petit coup de DAX formateur, évidemment. Et du coup, Jean-Pierre fait de la pub pour le prochain meet-up dont on parlera à la fin. Non, mais par contre, tu n'as pas parlé de ta colonne de tri, en fait. Ah oui, alors la colonne de tri, non, je ne ai pas parlé, effectivement. On a aussi, donc voilà, effectivement, pour avoir tout ce truc-là, mais je ne peux pas le montrer, Marie, parce que pour le coup, je ne peux pas le montrer. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est que on a en fait toute une dimension, et là, je parlais de modèle. Je peux vous montrer le modèle, je crois, quand même. J'ai quand même le droit de vous montrer le modèle. Il est pas beau, le modèle? Bon, il est tout petit, le modèle, mais il est beau. Donc, on a en fait une colonne de dimensions donc, qui va avoir dedans à l'intérieur OP, SS, CP, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une colonne de tri. D'ailleurs, on peut la voir, pour le coup, on peut au moins voir cette colonne de tri, qui va me dire si c'est vraiment limite à la main que je l'ai faite, celle-là. D'ailleurs, c'était un peu compliqué parce que la table de dimension était un peu complexe. Mais ça, pour le coup, on l'a créé avec le client. Et on a mis cette fameuse colonne de tri pour dire derrière, lorsqu'on veut prendre ces valeurs-là, donc par exemple la fameuse dimension, on va la trier en faisant sort by, on va la trier par tree data. Alors c'est pas celle-là, hein, c'en est une autre, mais on va la trier par tree data, ce qui me permet d'afficher exactement dans le bon ordre les choses. Donc, sachez que ça va de 1 jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc voilà, si un jour ça vous êtes face à ce genre de souci, voilà, sachez que c'est important quand même de faire ça, surtout quand vous êtes en train de coller des images. Ouais. On n'a plus les bons libellés en face de la donnée, donc il faut être sûr que ça matche. Voilà, pas mal de travail de test à faire derrière. C'est ça. Voilà pour le. Mais donc, vous imaginez assez que quand j'ai vu le visuel attendu sur les radars et que je savais ce qu'on pouvait faire avec les radars sur Power BI, sur le coup, j'ai eu un petit peu peur, mais en fait, ça passe. C'est ce que je disais quand j'étais petit, j'adorais faire du Lego. Power BI, c'est des Lego, et puis on arrive à construire pas mal de choses assez sympathiques en mixant les différentes briques. Ouais. Et on va passer sur autre chose, du coup, sur la particularité de l'expérience utilisateur. Alors, c'est quoi? En fait, là, par exemple, si je commence à avoir plus de 3 personnes de sélectionner, on met 0. Très bien. En fait, si je pars sur si je retourne, par exemple, sur les traits, ici, c'est encore un bouton, hein, je peux revenir sur les traits, mais ici, je vais m'apercevoir que j'ai 3 personnes de sélectionner. Et je vais pouvoir naviguer et observer ces 3 personnes. Au sein, en fait, c'est les caractéristiques de 3 personnes. Je peux en rajouter une quatrième. On va voir, il y a une autre brique qui va arriver. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette logique-là, hein, c'est qu'on a en gros un aspect où on est en train de comparer 2 personnes entre elles. On va avoir un aspect où on va comparer un groupe de personnes. Et là, on est en train d'analyser le groupe de personnes et pas une personne particulièrement. Et comment on a fait ça? Eh bien, en fait, on a joué encore une fois avec les boutons et avec une fonctionnalité qui est arrivée assez récemment, qui permet donc d'afficher
d'aller en fait de donner une action conditionnelle au bouton. Typiquement sur ce bouton-là, Traits, je vais lui dire si la valeur, par exemple, du nombre de, donc vous savez le fameux count name selected, si le count name selected il est inférieur, strictement inférieur à 2, non, inférieur ou égal à 2, eh bien on va aller sur cette page-là. Sinon, on va aller sur cette page-là. C'est exactement ce qu'on a fait en développant ces fameuses mesures. On a développé des mesures. Donc là, par exemple, on peut prendre celle des traits. Et il va dire, bah, si voilà, cette valeur est inférieure ou égale à 2, alors on va écrire, et là c'est très important, on va écrire le nom de l'onglet. Alors quand on fait ça, ça veut dire que si on change le nom de l'onglet, il va falloir changer la mesure. Attention. Donc ici, on a le nom de l'onglet. Et on a ici le multi-traits, vous reconnaissez le nom de l'autre onglet. Et donc en faisant ça, on a la possibilité derrière, dans les actions du bouton, d'aller faire une destination fonctionnelle, donc une conditionnelle, en faisant basé sur le champ justement Page Trade Distribution. Ça, c'est très très utile. Ça va nous permettre de faire, vous imaginez les possibilités, là j'ai mis que 2 onglets, mais on pourrait très bien faire une navigation complète sur plein de choses. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place d'ailleurs, on voit dans plusieurs onglets qu'on a fait. Bah, c'est exactement ça, c'est qu'en fait tout le rapport est construit selon qu'on observe une ou 2 personnes ou un groupe, et donc à chaque fois tes pages sont dupliquées en fait pour avoir la version 1.2 ou la version multi. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour. Il reste juste une dernière chose, c'est la partie du coup notion d'information. Je vous ai parlé des versions tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas faire des captures. Je déteste les captures d'écran d'un rapport Power BI pour faire une doc à côté en disant cliquez là, etc. Je préfère très largement avoir un rapport, un point PBX, en plus, c'est des trucs compressés, ces trucs-là, et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai proposé, on a pris ce choix-là, de faire carrément des tooltips d'explication et une page de définition. Alors, c'est pour ça qu'ici, en haut à droite, on a des petits boutons. Donc là, on a typiquement un bouton à cet endroit-là qui est comme ça. Alors, il faut savoir, je ne peux pas vous les montrer, mais on a fait aussi la même chose ici. On a aussi des tooltips sur quasiment chaque objet. Et donc, Qui affiche la définition, c'est ça, qui affiche la définition de la caractéristique, exactement. Et ici, donc par exemple, si je clique dessus, ça va m'emmener sur une page qui va tout simplement me donner une définition. Alors, évidemment, là, je ne peux pas vous la montrer parce qu'on a tout masqué. Et je vais vous en montrer une autre. Donc chaque page a sa définition. Donc ça veut dire que si je vais sur la page Traits, par exemple, ici, j'ai aussi une page. J'ai aussi cette option-là. Et j'ai même proposé ça, c'est pour ceux qui s'intéressent, on peut même faire un tooltip qui permet carrément d'afficher des définitions comme ça en live. Évidemment, on a anonymisé ici. Ça me permet de vous montrer au passage qu'on peut aussi mettre des GIFs dans Power BI, ce qui est assez sympathique. Et donc, on peut quand même aller sur la page, évidemment, et voir qu'un super-héros ne dévoile jamais ses secrets. Et c'est vrai que la page de définition, enfin, je ne sais pas trop quel est votre retour sur les projets, mais moi, la page de définition, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus dans les rapports Power BI, à la demande du client d'ailleurs. Et pour répondre à ta question, Tristan, ça fait que si tu exportes en PDF ton rapport Power BI et que tu l'imprimes, ce qui me fait mal au cœur, mais quand même, au moins, il y aura la page de définition et donc ça restera porteur d'informations au-delà du simple outil, quoi. Voilà. Je crois qu'on a fini avec la démo, Marie. On a fini avec la démo, mais on n'a pas encore parlé industrialisation. Exactement. Donc l'industrialisation. Alors, la petite particularité, c'est que déjà, on a développé avec ce projet-là, on l'a développé avec notre poste qui n'était pas le poste client. Donc, ça a été compliqué pour avoir accès aux sources de données. Déjà, pour rafraîchir le jeu de données, on a décidé de partir sur un SharePoint, puisque de toute manière, on avait des fichiers Excel, et on nous a assuré que les fichiers Excel seraient remplacés avec le même nom, toujours systématiquement, par notre fichier Excel, parce que de toute manière, c'est suffisant pour stocker l'information en termes de volumétrie. Ce fichier Excel est suffisant. Donc, on est parti sur un SharePoint, ce qui permettait d'actualiser, de tester l'actualisation automatique une fois publiée chez le client. Alors, par contre, les petites problématiques quand on développe sur une machine, typiquement notre machine à nous, VS la machine client, c'est qu'on peut avoir des inconvénients, des incompatibilités de version. Je développe sur la dernière version de Power BI tout le temps systématiquement.
je passe mon point PBX au client, il essaie de l'ouvrir et là, en fait, il ne peut pas l'ouvrir. Et ça, c'est un vrai problème. Et on a trouvé une solution pour éviter ce genre de problème qui était justement de passer directement par le service online. Donc, en fait, ce qu'il faut, on va préparer, je sais pas, c'est utiliser une fonctionnalité qui va aller chercher directement le point PBX sur son service, sur le service, sans ouvrir Power BI Desktop, puisque de toute manière, on ne peut pas. Donc là, je vais juste aller chercher, hop, pour vous montrer. Et oui, je ne peux pas tout vous montrer non plus. Donc ici, par exemple, pour ajouter un nouveau sans tenir compte du versionning, parce que le service, lui, prend toujours toutes les versions, il n'y a aucun souci, et bien on va faire nouveau, télécharger un fichier, et ici, on va aller chercher le fichier qui nous intéresse directement. Donc là, je peux aller chercher le point PBX qui m'intéresse, et j'aurai aucun souci pour récupérer le fichier. Qui permet, par Là, tu exemple, t'affranchis des versions alors. voilà, ce qui permet de s'affranchir des problématiques de version, des incompatibilités de version. Bon, et la dernière chose, je vous en ai parlé, hein, donc du coup, je vois qu'il est 19h13, j'ai dit à Marie qu'on arrivera à tenir dans les temps et à discuter après, c'est la notion de versionning. Donc, effectivement, voilà, cette notion de versionning, il faut se poser la question de comment on va faire pour versionner, pour que ce soit efficace. Et moi, je propose de le faire directement intérieur au Power BI. Donc voilà, donc du coup, l'avantage de tout ça aussi, c'est qu'on vous présente ce Rex, dont on parle depuis un moment avec Mathieu plusieurs mois après. On est bien, 8 ou 9 mois après. Donc j'ai échangé un petit peu avec notre client pour savoir, finalement, qu'est-ce qu'il en était? Est-ce que ça leur a servi? Comment ils l'utilisent au quotidien? Donc il me disait que oui, c'était très intéressant pour eux, qu'ils avaient formé, les RH à l'utilisation du rapport, donc ce qui était déjà une première chose. Et puis, qu'ils avaient une utilisation quotidienne, facile avec, une maintenance facile pour eux, et qu'ils arrivaient à déployer aujourd'hui le questionnaire, donc je crois qu'ils en étaient à quand même un certain nombre de réponses au questionnaire, donc à une analyse, qui commence à faire sens. Donc voilà, donc beaucoup de formation aux utilisateurs et qu'ils soient capables de prendre en main, tout ça après nous. Et ça, c'est plutôt cool de voir qu'un projet sert et qui répond aux besoins initiaux, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute de plus? Et qu'on est parfaitement dans les temps et qu'effectivement, s'il y a des questions et qu'on a le temps d'échanger, c'est chouette. Je regarde les bêtises que vous avez mis. Ouais, il y en a Oh, beaucoup. On n'a pas perds pas fini. trop de temps à ça. Par contre, pour le coup, là, sur la partie problématique de version, on parlait bien des problématiques de version du desktop de Power BI. On va venir sur le dernier slide, il n'y a Ouais. pas de souci. Ouais. Mais du coup, ils n'étaient pas sur Windows 10? C'est pas une Ah oui, ça. problématique de Windows 10, c'est juste une problématique de, en fait, chez les clients, souvent, ils n'ont pas la possibilité ils sont pas admins de leur machine, donc ils peuvent pas installer Bah, Power ah, mais BI. justement, Windows 10 te permet de pas télécharger Power BI Desktop, mais de l'utiliser en tant qu'application de Microsoft. Alors par contre, oui, et c'est le cas d'ailleurs dans un certain nombre de grosses boîtes, les stores sont également Ouais, c'est verrouillés, ça. mais ça peut être autorisé. Bah ouais, mais justement, c'est une question d'administration en soi. C'est-à-dire que tu peux quand même avoir le store, mais oui, non, mais évidemment, Jean-Pierre, mais tu peux autoriser certaines applications, dont Windows 10, dont Power BI Desktop. Après, voilà, évidemment, ça dépend des administrations, comment dire, des stratégies aussi de gestion de l'IT. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu dommage d'avoir ça parce que c'est un gros problème justement de gérer après les problèmes de version, alors qu'une appli autorisée dans le store règle le problème. J'ai déjà vu des stores complètement verrouillés, sauf avec Power BI disponible, par exemple. Ça, ou même la suite Excel d'ailleurs. Enfin, bon, voilà. Souvent, c'est centre logiciel ou des choses comme ça qui sont Pardon. dédiées, qui sont utilisées, quoi. Mais Oui, 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 bien sûr. Mais c'est vrai que tout dur que ce soit, on a rencontré des problèmes à la fin sur l'industrialisation. Je me souviens, Mathieu, sur SharePoint, sur la version de Power BI, enfin, tu vois, c'est récurrent, quoi. Mm. c'est important vraiment de tester tout. Enfin, limite, le meilleur test à faire, c'est ce qu'on a fait avec Marie. C'est un test de bout en bout où on a fait le questionnaire, on a rafraîchi chez le client le rapport qu'on avait publié chez eux et on a vu que ça marchait.
Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on ne peut pas s'assurer de livrer correctement un produit final et fonctionnel, quoi. C'est comme le coup très classique du radar qui était top parce qu'il répondait exactement à ce qu'on avait besoin, hormis le visuel qu'il fallait rajouter, mais qui marche pas sur le service. Bon, bah, il vaut mieux s'en rendre compte assez vite qu'à la fin du projet, quoi. Ouais, ça pour le coup, c'est une bonne petite astuce. Vous aurez peut-être pu même l'écrire en noir sur blanc parce que le côté, enfin, il y a un côté un peu systématique de se dire, quand on utilise des visuels sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de vous reposer d'ordinaire, toujours, en fait, publier un rapport de test immédiatement et voir si, il est lisible dans le service par la suite parce que, justement, ça évite des surprises, et de développer beaucoup de choses, peut-être, configuration d'axes et cetera, pour se rendre compte qu'en fait, il faut tout refaire parce que ça marche pas. Ça marche pour les visuels et ça marche pour le reste, hein. Ça m'est arrivé aussi pour les connexions aux API, donc il faut toujours tester de bout en bout, quoi. Mmh. Alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres, questions? J'espère que la présentation, aura été, intéressante, au-delà de l'ajout, en conversation qui s'est déroulée, pour tout le monde. Donc si vous avez des questions, des commentaires à faire ou même encore des petites interrogations, donc oui, on a déjà répondu à certaines d'entre elles dans le chat. Par exemple, le but ici, c'était vraiment de voir sur la partie alimentation de données, certaines choses qui avaient été faites et surtout de faire un gros focus sur la partie, data viz reporting, en tout cas toutes les astuces qui ont été mises en place pour pouvoir, faire un rapport, qui, était, dans la charte, d'utilisation d'une, maison de luxe, assez demandeur en termes de choses, sexy, jolies et agiles. Après voilà, le modèle de données, c'était pas vraiment dans le périmètre, pour des raisons aussi de données de toute façon. Donc oui, alors je précise que, le support, va être disponible, que, alors les éléments de démo, je pense qu'il y aura à la limite que la partie, Power BI de test, le premier que vous nous avez montré qui pourra être susceptible d'être donné et encore je sais pas, mais, ça ira pas beaucoup plus loin, Ouais, j'imagine? le Power BI, Dior, on ne pourra pas le Voilà. partager et on a justement anonymisé, tout ce qu'on vous a montré pour que l'enregistrement puisse avoir lieu et soit disponible, en replay sur YouTube. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Mais Voilà. effectivement, on pourra pas partager les fichiers PBXI. Mmh. Il y a peut-être Je une vois chose que qu'on n'a pas Jean-Pierre dit, lève la main. peut-être une chose qu'on n'a pas dit là sur le fait d'utiliser des Power BI, des PowerPoints, en background de Power BI. C'est que c'est très pratique parce que ça permet de changer très rapidement, ça allège quand même les pages, parce qu'il y a moins de visuels qui traînent partout à droite à gauche avec des boîtes, des titres, des machins. Par contre, il y a quand même faut pas se leurrer non plus, hein. Il y a quand même du travail parce que pour aligner chaque trait avec le trait qui est là, je peux vous dire que c'est pas très facile. Hein, pareil, si on revient sur celui-ci, il faut s'assurer que voilà, va falloir aligner au pixel près chacune des, voilà, des caractéristiques qui est ici. Il va falloir l'aligner avec le trait qui est là. On voit d'ailleurs ici qu'il y a des Alors espaces qui sont décalés. C'est pas si évident que ça, hein, de faire du pixel perfect, à cet endroit-là. Alors, il y a eu une remarque qui a été faite et c'est vrai que c'est très récent, hein, Fanny. Il faut pas oublier que justement ce projet a eu lieu il y a plusieurs mois maintenant. Donc c'est une remarque très judicieuse. Il y a beaucoup comment dire? De mises à jour depuis, les 6 derniers mois qui ont amélioré en fait les formes, même les customisations de boutons, même les customisations de pas mal de choses sur la partie justement visuelle dans Power BI. Alors c'est un très récent, 2 loin d'être parfait. D'ailleurs, je t'ai envoyé une petite photo Oui. à ce sujet-là. Ouais. Tu peux, faire une page pendant que je le fais, tu peux faire une page à côté, mettre une des formes et rajouter une ombre. Alors une forme qui n'est pas un rectangle. Donc tout ça pour dire que oui, il y a eu pas mal de choses qui ont été le cas. Rajoute l'ombre, shadow 3e en partant du bas. Je regarde. Hop. Putain, tu les connais par Voilà. cœur. Ouais. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, un autre élément en termes de performance, il faut savoir que pour toute forme texte, élément visuel que vous allez rajouter sur votre, page, ça va prendre du temps à calculer. Alors évidemment, vous allez me dire: «Un petit truc par-ci, un petit truc par-là, c'est pas grand-chose». Voilà exactement, Performance Analyzer. Sauf qu'en mettre en superposé 150,
et mine de rien, en termes d'utilisation, puisque là, on parle vraiment de tout ce qui est généré à chaque clic ou à chaque navigation d'une page à l'autre, et ça a quand même un petit peu de poids, alors que quand on charge une image en background, c'est une image, ce Et, qui est beaucoup plus Après, rapide. et puis après, aussi la navigation au sein de tes visuels. Tu sais, quand tu as plein de visuels et collés les uns sur les autres, Oui, choper le visuel qui t'intéresse, c'est quand même compliqué. en plus, voilà. Après, c'est sûr que tu as toujours des avantages et des inconvénients à tout. Je suis d'accord avec la remarque de Fanny qui dit que le revers du PowerPoint, c'est que le moindre changement devra être fait dans le PowerPoint devra rester à disposition, etc. Voilà, donc après, c'est un arbitrage. Maintenant, même avec tout ce qu'ils ont ajouté sur les formes et dont j'étais la première à être très contente, on n'aurait jamais pu refaire les radars avec ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Donc, Ouais. Et du coup, juste pour finir, après on va laisser la parole à oui. JP qui lève la main et qui doit avoir une crampe. Effectivement, en fait, pour le coup, je l'ai vraiment testé. J'ai fait le même rapport avec, d'un côté un Power BI, avec full form et un autre, et un autre avec un background. Mine de rien, les performances étaient assez significatives. Alors évidemment, on n'est pas en train de parler de, 10 minutes à une fraction de seconde, mais, entre j'attends pas et j'attends un petit peu alors que je sais pas énormément, mine de rien, mis bout à bout, si on rajoute de toute façon le DAX, et cetera, ça compile. Et bien du coup, Jean-Pierre, je te laisse la parole. Tu as 2 questions. Yes, merci Thomas. Top la démo. Hop, je vais baisser la main. Top ce meet-up. Ma première question, c'était par rapport à la formation des utilisateurs là. Est-ce que vous pensez, parce qu'on voit qu'il y a plein de petits tips en DAX, enfin, vous avez montré justement toute la complexité, qu'avec une bonne formation, ils auraient pu arriver au même résultat par eux-mêmes? Ou est-ce que finalement, il y a quand même besoin d'un Mathieu ou d'une Marie sous la main quand on fait ce type de rapport? Ça dépend de leur niveau de formation. Clairement, en 2 jours de formation, sur un rapport comme ça, je pense pas qu'on arrive à un résultat, aussi performant, on va dire, en 2 jours de formation. Par contre, en 2 ans d'utilisation de l'outil, en étant confronté aux différents aspects et en ayant les réflexes qu'on a, oui, on peut réussir. En fait, la meilleure information, ce serait une formation d'accompagnement au développement de l'outil, plus Ouais, que ok. une formation one shot sur des sujets assez génériques et après allez-y, débrouillez-vous, sur ce truc-là. Ouais, donc ça confirme mine de rien qu'avoir un expert sous la main, c'est toujours pertinent, même pour des rapports, je ne vais pas dire simples, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais avec une portée d'une équipe ou d'un sujet bien particulier qui est l'analyse là, des questionnaires. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième question qui est venue des discussions sur les visuels. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ce que voulait dire Fanny en disant qu'elle a été jusque changer le code source. Est-ce que finalement, avoir, plutôt que de bidouiller un PowerPoint, le radar, l'avoir codé vous-même, enfin d'avoir fait du développement visuel, d'un custom visuel, du radar pour avoir les bonnes ombres, les bons alignements, etc. Est-ce que, un, vous n'y avez pas du tout pensé, ou deux, vous y avez pensé, mais c'était pas possible. Enfin voilà, est-ce que Alors quel est juste, votre avis? Mathieu, je te laisserai. Mais si tu savais, Jean-Pierre, le nombre de fois où je me suis dit, il faut que je fasse un custom vis pour répondre à mon besoin parce que j'ai envie de rajouter ça ou ça. Et j'avoue que je me suis jamais vraiment penchée sur la question, ce qui justement n'est pas le cas de Fanny. Je sais que Fanny a plus penché sur ces questions-là. Moi, je suis pas allée au-delà. Tu vois, j'ai toujours essayé de m'arranger avec ce que proposait Power BI, quitte à passer par des designs un petit peu compliqués. Voilà. Donc, je sais pas si Mathieu, ça t'a effleuré l'esprit à un moment donné, mais pas moi du coup. Si, après c'est clairement un manque de compétences là aussi, sur le domaine. Après je me pose aussi toujours la question quand je commence à faire des choses très techniques, pareil par exemple Power Query, on aurait pu se dire pourquoi on n'a pas directement allé, coder dans l'éditeur avancé, pourquoi on n'a pas fait une requête ou des choses comme ça. En fait, je pense souvent à la maintenabilité qu'il y a derrière et je me dis que, si on fait des choses qui sont trop poussées techniquement, la maintenabilité derrière sera beaucoup plus complexe. Typiquement, si je me fais mon premier custom vis qui est un radar chart et qui a un événement auquel j'ai pas pensé et qu'il arrive parce que je l'ai pas testé, mon client il va pas comprendre pourquoi il fonctionne pas et il aura aucun moyen en fait. D'accord. Forcément, il faudra se retourner vers moi quoi.
Ça, et puis c'est vrai que là, on vous montre un truc abouti, mais en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi qu'on avait 10 jours pour faire ce rapport, donc on n'aurait pas eu le temps d'aller développer notre custom et d'aller plus loin, quoi. Après, Fanny qui a effectivement, on sait qu'elle avait déjà pu, tu avais même fait un retour d'expérience, je crois d'ailleurs, sur ça, Fanny, sur, le code source ou faire des custom viz. Même elle, qui a enfin, je pense que tu as mis, pas mal de temps dedans pour mettre les mains dedans. Ton retour, si je comprends bien ton message, c'est que c'est quand même pas si évident que ça. Donc au-delà des délais, c'est effectivement 10 jours. Alors fais ça en 10 jours, je pense qu'on pourra tous être, assez émerveillés du résultat tout de même. Je parle pas du petit cœur avec l'ombre, hein, je parle de tout le reste, bien évidemment. Bon, effectivement, c'est quand même pas quelque chose qui est si évident que ça. Ça rajoute encore une stack technologique. Donc, ouais, il y a quand même aussi des raisons de se dire est-ce que j'y vais ou pas. Après, c'est vrai que, alors moi, sur ta remarque du Power Query, alors j'avoue qu'en fait, moi, je le poserai un petit peu autrement parce que de toute façon, je pars du principe que il y a quand même pas mal de choses qui, avec les boutons, bah, on devient un peu limité quand les données sont trop compliquées ou à la modélisation à mettre en place est trop compliquée et qu'on n'a pas de base de données à utiliser. Il y a un moment, ce côté un peu plus back, bah, si on met pas un peu plus les mains dedans, il y a des choses où on va vite bloquer. Alors la question va être plus, pourquoi on reste sur des fichiers Excel et qu'on n'a pas une vraie base de données ou un vrai outil en amont, même des outils autres qui peuvent être relativement self-service qui permettraient de faire ça. Bon voilà, il y a d'autres aspects par rapport à ça à avoir en tête. Mais c'est vrai que sur le côté purement design, reporting, si on va pas à l'essentiel, c'est compliqué la prise en main va être d'autant plus compliquée aussi pour les utilisateurs. Parce que toutes ces petites interactions-là, alors vous les avez super bien expliquées, mais mine de rien, j'imagine même de temps en temps des conversations, pour, former les utilisateurs à se dire: «Bah, en fait, quand tu cliques sur ce bouton-là, en fait, tu vas pas forcément arriver tout le temps à la même page». Ça a pas dû être évident tous les jours à expliquer finalement, parce que mine de rien, les utilisateurs, c'est dommage à dire, mais n'ont pas forcément encore, enfin c'est normal en fait, hein, mais n'ont pas encore cette habitude d'utiliser un outil comme Power BI, ou autre, alors qu'ils ont 20 ans d'expérience sur Excel où c'est beaucoup plus direct, sur ce genre d'utilisation. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres, questions, réponses, suggestions, peut-être rebondir sur des choses qui ont été dites? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. On va pas tarder à couper l'enregistrement de toute façon, mais le but c'est aussi de le but c'est aussi de pouvoir échanger, si vous avez des remarques à faire ou même d'autres questions pour creuser des points, n'hésitez pas. Bah, du coup, si tu peux revenir, pour clôturer sur le dernier slide. Ouais. Vous avez fait une vue téléphone. Ah, il y a une bonne question, ça empêche pas de Ah oui, montrer ça, mais Non, parce que c'était pas dans le scope. Vraiment, ce qu'ils voulaient utiliser, c'était des iPads. Enfin, c'était vraiment une vue tablette et pas de téléphone. C'est un peu particulier. mais c'est vrai que du coup, tu as travaillé sur la taille des boutons pour, être sûr que c'était cliquable, au doigt, quoi. Et la difficulté, c'était aussi ça, hein, mine de rien, quand on fait un rapport comme ça, la difficulté, c'est de travailler sur les boutons pour que ce soit cliquable au doigt, mais aussi sur les filtres. Hein, typiquement, ce genre de filtre, c'est compliqué d'y toucher quand on est sur un téléphone. Même sur téléphone, ces filtres-là sont absurdes. Donc voilà, après, il faut voir comment on les met. C'est vrai qu'on aurait pu se poser la question de les mettre plutôt, typiquement, quand on est sur des vues téléphone, on met une orientation plutôt horizontale, quoi. Les boutons sont plus gros. Mais bon, quand on arrive sur des choses un peu trop grandes, là, on avait des choses un peu trop grandes. Alors, on avait des soucis. Ça Moi, aurait été retoqué sur le design, ça, Mathieu. En plus, j'attends ils quand ont même une fait fonctionnalité. des changements, je crois, sur l'appli par rapport à ça. Justement, il y avait pas mal de problèmes d'interaction avec, la partie mobile. Donc là, on parle vraiment de l'application Power BI, sur un smartphone, où je crois qu'ils ont justement changé des choses de design par rapport à ça parce que c'était infernal en fait d'interagir avec les filtres, les visuels. Et en fait, c'est plus le panneau de filtre qu'on peut voir là à droite, entre Oui. visuels, qui va servir ou qu'on va un peu plus configurer finalement pour se reposer dessus. Il y a une chose, je me rends compte, qui pourrait être sympa aussi à l'avenir, ce serait d'avoir du conditionnel sur le background, le fond d'écran. Ça aussi, ça pourrait Non. mettre pas mal de Alors choses. ça, il y a pas, actuellement, il y a pas en tout cas. Et l'autre élément, c'est que, moi ce genre de choses, c'est aussi sur la partie thème.
on peut pas stocker d'images sur la partie thème. Donc, d'ailleurs, on le voit dans ton écran view tout en haut à gauche de ton ruban. C'est que sur les couleurs et sur les polices, et on peut pas stocker d'images. Alors, ce qui serait extraordinaire, c'est de pouvoir mettre des fonds d'écran, mais non, il faut les remettre à chaque fois. Et ça, c'est assez dommage. Parce que le fichier derrière, c'est un fichier de config JSON et bon bref, comme tu disais, ça stocke l'image, pas besoin de la revoir si elle a été supprimée. Mais bon. Tu pourrais arriver à un dynamisme un peu poussif sur un. En fait, tu pourrais dynamiser le truc, c'est-à-dire que tu pourrais avoir une base d'images stockée quelque part, online ou sur une base de données, et tu pourrais aller chercher les images. On sait que Power BI est capable d'aller chercher les images quand on va les chercher, par exemple, sur un tableau ou autre. Et je pense qu'on pourrait réussir à avoir un système un petit peu, voilà, en fonction d'un filtre qui serait mis dans la page bloqué, hein, un filtre qui serait mis dans toutes les pages bloquées, eh bien, il suffit juste de changer le filtre, en fait, ça va chercher l'image en ligne et ça l'affiche en arrière-plan. Ça permettrait Alors oui, mais pour avoir déjà testé un truc dans le genre, parce que j'ai déjà testé, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, le seul endroit où tu vas pouvoir faire quelque chose comme ça, c'est donc d'avoir effectivement des URL d'images, de les mettre dans des visuels qui justement interprètent les visuels d'images, enfin les URL d'images, pardon, et donc en fait, ça va être un tableau, sauf que du coup, pour avoir un tableau avec une cellule qui fait la totalité de ton écran, en fait, tu vas avoir des bords, tu vas jamais pouvoir aligner les trucs, ça va être infernal. Et par contre, pour avoir, si tu tiens compte de ces bords, et par exemple, Marie disait, c'était une des problématiques qu'on a eu aussi chez Dior, c'est que comme tout dans l'univers du luxe, le design il change, il évolue très vite dans l'univers de la mode. Les images, les photos qu'ils nous ont données à l'époque avec justement ces couleurs-là, aujourd'hui, ils sont peut-être même plus valables. Ça veut dire que bon, en termes de couleurs, on a le thème, mais si on part sur des photos et on part, par exemple, de plus en plus, on voit des accueils sur des Power BI et des accueils des photos, typiquement, là, ça peut être intéressant pour, en un clic, faire un changement de photo. Tu vois, si tu as un URL qui est photo 1, tout simplement, et tu peux changer la photo qu'il y a derrière cette URL-là, c'est tout bénef parce qu'en un coup, tu vas changer toute la photo. Et du coup, tu changes tout ton design de tous tes rapports en one shot, quoi. En fait, il faudrait que actuellement, en fait, la forme image qu'on rajoute n'est pas vraiment dynamisable correctement, enfin, n'est pas dynamisable du tout d'ailleurs. Et c'est ça qu'il faudrait sur lequel il pourrait y avoir des conditions qui soient appliquées pour pouvoir le faire. Parce que là, si on utilise un visuel pour utiliser les données, c'est compliqué. Sauf qu'en fait, il faudrait un visuel image. Et actuellement, alors il faudrait voir dans la custom vis, on sait jamais. C'est pas si évident que ça. Et là, c'est vraiment sur le côté pixel perfect. Mais il ne stocke pas les images. Et ici, il y en a un qui va aller chercher sur Internet. Ouais. Mais pareil, encore une fois, ça reste du custom. Est-ce que ça passe en service? Je n'ai pas testé, je ne suis pas allé jusqu'au bout. En plus. Souvent, Je te propose de repasser sur le PowerPoint pour un petit peu clôturer et de toute façon laisser les gens partir s'ils le souhaitent. Donc, pour finir, le petit gros planning de la rentrée, alors que vous avez peut-être déjà vu avec au delta de quelques modifications sur donc notre meet-up des nouveautés qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc voici les futurs rendez-vous du club Power BI, donc jusqu'au reste de l'année, tout simplement, jusqu'au meet-up de Noël traditionnel. Ah, voilà. Donc vous avez dès lundi prochain. Donc le dossier sur les variables en DAX qui a déjà été teasé dans le chat ce soir. Et dans les 2 autres prochains, on va avoir le premier, a priori, meet-up de Bruxelles. Il y a juste un petit doute sur la date, je crois, sur la modélisation Kimball. Donc voilà, quelqu'un parlait modélisation tout à l'heure. Donc voilà, attention. Là, on va rentrer dans le dur sur la partie modélisation et ça va être très important. Et également, on parlait de versionning, etc. Et ben là, vous êtes servi Marseille le 22 le 22 octobre avec Power BI et le DevOps. Alors c'est pas que le versionning évidemment, c'est un peu résumé, mais ils vont certainement aborder ce genre de thème ou des thèmes connexes. Vous avez le lien des inscriptions pour le meet-up de lundi prochain que vient de donner Jean-Pierre dans le chat. Et eh bien écoutez, moi merci en tout cas à vous deux, Marie, Mathieu, c'était super intéressant.
Là, je vous ai donné que les 3 prochains, évidemment, pour tout le monde, vous avez le reste de la liste. En attendant, voilà, ce meet-up était super intéressant. C'était vraiment incroyable que vous ayez pu faire ça en 10 jours, je trouve. Enfin, c'est assez bluffant. Merci Heu, Mathieu parce que je l'ai tanné pour qu'on fasse ce Rex et je suis super contente qu'on ait fait ce projet et qu'on ait eu l'occasion d'en parler parce que c'était un beau projet. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Ouais.